Jojo, c'était donc toi depuis le début ? T'es probablement à 6 mois de devenir méconnaissable. Regarde n'importe quelle transformation physique. I'm experimenting with like a lot of different stuff like NAD and like a lot of nootropic related stuff that really pushes the price up. Cette semaine, je vais essayer le look maxing. Si t'es un skinny, que t'es un peu faible, c'est ok. Par contre, si tu commences à 25 ans, le gars va envie de vomir. Le mec, c'est devenu un phasme. Seriez-vous prêt à vous fracasser la mâchoire et à couper vos tibias en deux pour devenir la meilleure version de vous-même ? Tu n'auras jamais un vrai glow-up si tu continues avec ces 3 mauvaises habitudes. The real looks maxing isn't what you see online. Le concept, faire du bodybuilding avec les muscles de sa mâchoire qui gonfleraient avec le temps. Ici Naomi Titi. Et moi je m'appelle Tal Madesta, on est les 2 co-animatrices des Couilles sur la table, le podcast où on explore les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode. On va parler d'une tendance qui est hyper en vogue sur Internet, notamment auprès des jeunes hommes. Cette tendance, elle s'appelle le looks maxing. On va tout vous expliquer pour que ce soit très très clair. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment la comprendre, vous allez tout savoir. Et c'est une conversation qu'on va avoir, toi et moi, Tal, juste nous deux, sauf qu'à la fin, vous pourrez tout de même entendre, chers auditeurs, une petite mise au point par le sociologue et anthropologue Ozan Félix Soubois. Lui, il a étudié de très près les forums du looks maxing et je l'ai interviewé pour saisir tout ce que ça raconte de notre époque et ce que ça a fait à la construction des masculinités. Et on vous propose cette discussion aujourd'hui parce que, au-delà de son côté, très spectaculaire et clairement un peu cinglé, cette tendance du looks maxing, c'est un énième signal en fait qui montre à quel point les idées masculinistes elles deviennent mainstream et surtout, et ça c'est assez inquiétant, auprès de garçons toujours plus jeunes. Donc c'est parti pour cette plongée fascinante et glaçante dans l'univers des looks maxers. Allez. Saviez-vous qu'un bouc peut vous rendre jusqu'à 67% plus attirant ? Mais attention, ça ne va pas à tous les mecs. Si vous voulez voir comment ça vous irait, utilisez ce filtre TikTok. Alors déjà Nao, pour toutes les personnes peut-être qui n'auraient jamais entendu parler de ce mot-là, looks maxing, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie ? Alors déjà, on pourrait commencer par le traduire. Ça veut dire optimiser son apparence et c'est un ensemble de pratiques, une tendance qui encourage les jeunes hommes surtout à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Enfin, ce qu'ils appellent la meilleure version d'eux-mêmes. Red flag déjà. Hein. Et là, bien sûr, on parle que de physique parce qu'il s'agit avant tout d'améliorer son physique selon des critères hyper précis et d'améliorer notamment son corps et beaucoup son visage. Et tout ça à n'importe quel prix, même au prix de sa santé physique et mentale. Mais alors du coup, pour apprendre tout ça, ils se retrouvent où ces jeunes hommes ? Comment ils se parlent entre eux ? Pour apprendre à être un looks maxer, ça se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok beaucoup, sur des forums Reddit, sur des groupes Discord, ou alors en suivant des influenceurs sur des live streams, notamment sur Kik. Et l'un de ces influenceurs, justement le plus connu, il s'appelle Clavicular. Bon, c'est pas son vrai nom, hein. J'espère je lui pour lui. souhaite. Son vrai nom, c'est Braden Peters, et en fait, c'est un Américain qui a 20 ans. Il est tout jeune. Il est énormément suivi sur les réseaux sociaux, mais c'est un délire. Il est suivi notamment sur Instagram, 170 000 personnes. Sur Kik, donc la plateforme dont je parlais, 320 000 personnes. Sur TikTok, 900 000 personnes. Donc vraiment, c'est une énorme c'est star. Massif. Et récemment, en fait, il a fait l'actualité parce qu'il a été hospitalisé, figure-toi, après une suspicion d'overdose qu'il a faite en plein live sur Kik. Il s'avère que Clavicular, il prend des amphétamines pour garder la ligne. Donc, faut savoir que les amphétamines, c'est la drogue dans Breaking Bad, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc, il faut savoir que ce Clavicular, il est très proche d'un autre influenceur masculiniste qu'on connaît bien, puisqu'il s'appelle Andrew Tate. Il est hyper connu, hyper recherché, hyper tout ce que tu veux. On en parle souvent ici dans Les Couilles sur la table, et ils ont été aperçus, tous les deux, en train d'entonner des chants nazis. Donc voilà. Très à la mode en ce moment, les chants nazis. Et voilà, je t'ai fait le portrait de Clavicular, ce charmant jeune homme. Mais du coup, ce Clavicular, c'est lui qui a inventé le looks maxing ? Alors non, c'est pas lui qui l'a inventé, parce que c'est une tendance qui est née dans les années 2010.
Les chercheurs situent sa naissance plutôt au Royaume-Uni et c'est une des émanations de la mouvance incel. La mouvance incel, c'est cette mouvance masculiniste de célibataires involontaires, comme ils se désignent eux-mêmes. C'est des jeunes hommes qui estiment qu'ils ont droit au sexe, mais puisqu'ils n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles, puisqu'ils n'arrivent pas à plaire aux filles, ils finissent par détester les femmes et parfois même à devenir violents envers elles, puisqu'on compte de nombreux attentats masculinistes commis par des incels. Le plus connu, c'est celui commis par Elliot Rodger, qui était un jeune Américain qui a tué 6 personnes et qui en a blessé 14 autres à Isla Vista en 2014. Donc depuis, il y en a eu plusieurs autres. Et l'origine du looksmaxing vient de là, puisque dans l'univers des incels, il y a toute une vision du monde et de la façon dont on conçoit les différentes personnes attirantes ou non attirantes. Et donc on part de ça pour le looksmaxing pour arriver vers une possibilité, une sorte de salut pour espérer changer et être plus attirant socialement et avoir plus de meufs dans son lit, quoi, concrètement. Et donc le looksmaxing, c'est vraiment une émanation de cette mouvance masculiniste-là. C'est pas anodin. J'aimerais aussi savoir, parce que toi, tu t'as beaucoup regardé ça, Tal, donc tu t'es un peu tombé dans le rabbit hole du looksmaxing. Oui, j'ai passé 3 jours compliqués là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, en France, est-ce que on peut retrouver ces tendances-là ou pas trop ? J'ai essayé de retrouver des influenceurs looksmaxers, comme on les appelle en France, qui aient pignon sur rue, quoi. Et en fait, j'en ai assez peu trouvé. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits influenceurs, de petites figures qui prodiguent des conseils en France, etc. Mais il semblerait qu'en France, ce soit plutôt une circulation horizontale. Donc en fait, on a plein de grappes, de mini-communautés avec des petits influenceurs qui ont quelques centaines, quelques milliers d'abonnés. Mais on peut quand même noter qu'il y a des pages, donc pas forcément incarnées par des influenceurs, mais qui regroupent pas mal de gens. Et c'est surtout sur TikTok. Par exemple, il y a la page LooksMaxFR qui republie surtout des vidéos de l'avancement du processus de looksmaxing d'autres hommes, donc concrètement des avant-après, quoi. Ouais. Donc c'est pas du tout clair qui est derrière cette page, mais en tout cas la personne qui la tient a créé le groupe français Discord de looksmaxers qui s'appelle Mog Society. On reviendra plus tard sur ce que ça veut dire. Dans ce groupe-là, il y a 1900 membres. Ah ouais, quand même. Ouais. Et attends, encore pire, puisque sur la page LooksMaxFR _ cette page-là, elle est suivie par 35 000 personnes en France. Donc, Ah ouais, je me doutais pas que c'était à ce point. La plupart des gars perdent des années à essayer de corriger ça avec des soins de peau ou de la barbe. Mais tant que tu ne désactives pas ce muscle précis et que tu ne rééduques pas son antagoniste, ta tension faciale et ton affaissement resteront. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément, tu parlais du processus de looksmaxing, c'est un peu une sorte de transformation physique, mais c'est selon des codes très précis avec un vocabulaire hyper précis. Toi, t'as regardé ça de près, est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, alors accrochez vos ceintures. Donc il y a plein de techniques différentes pour effectivement optimiser sa beauté. D'abord, on commence avec le PSL Rating. Donc ça, c'est une évaluation des traits du visage qui mesure plein de critères différents comme la symétrie, la masculinité des traits, la qualité de la peau, etc. Et en fait, à partir de ces critères-là, on va noter le visage de la personne avec un score de désirabilité. Et donc PSL, c'est un acronyme qui renvoie à 2 choses. D'un côté, on a les Perceived Sexual Levels, donc ça se traduit par les niveaux de l'attractivité sexuelle perçue, quoi. Et c'est une sorte d'échelle, quoi. Voilà, exactement. Mais PSL, ça renvoie aussi à 3 mouvances de la manosphère. Donc la première pour le P, c'est PUA Hate. Ça, c'est en gros la haine des pick-up artistes, donc les coachs en séduction. On a aussi une autre mouvance qui s'appelle Slut Hate, donc très concrètement la haine des salopes, quoi. Charmant. Et Lookism, qui peut être traduit par une discrimination basée sur le physique. Donc voilà, c'est PSL, et ça renvoie à ces 2 réalité-là, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu tout un bout de la manosphère masculiniste qui a plein de sous-familles, de sous-mouvances. C'est à ça qu'on reconnaît le looksmaxing. Et notamment, j'aimerais revenir sur cette histoire du PUA hate, donc la haine des pick-up artistes, parce que je trouve ça intéressant. C'est un sous-groupe des incels qui détestent donc les coachs en séduction parce qu'ils ont une vision hyper différente d'eux par rapport à la drague, ce que ce serait la drague.
Donc t'as les coachs en séduction qui, eux, font vraiment leur beurre sur ce que c'est que la séduction, la drague. Ils donnent des techniques, ils transmettent vraiment un art de la séduction, avec l'idée que si tu suis leur formation à 600 € ou que sais-je, tu vas finir par avoir parfois une meuf c'est dans même son plus lit. cher. Voilà, super. À l'inverse des incels de ce forum Pure Hate, pour qui, eux, la séduction, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, c'est une donnée qui est liée vraiment au physique, aux traits de son visage, voire même à la structure de son ossature, quoi. Soit t'as les traits physiques qu'il faut pour séduire et pour attirer, en gros, toutes les femmes, soit tu les as pas. Donc c'est très fataliste. J'ai trouvé ça hyper intéressant pendant les recherches, justement, de voir que ces groupes se détestent, parce qu'on pourrait se dire intuitivement que les pick-up artistes un peu masculins et que les incels looks maxeurs, c'est un peu qui se tiennent, qu'ils avancent main dans la main, quoi. Ouais, en fait, c'est intéressant. C'est vraiment une des particularités des sphères masculinistes, c'est qu'il y a plein de subtilités sur leurs relations entre elles. Il y en a qui se détestent, il y en a qui s'aiment. Et donc là, c'est intéressant de voir ça sur la question de la séduction qui déchire un peu tout le monde. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand t'as pas les traits désirables pour être l'homme en puissance, on va dire, tu peux tenter de les créer de toutes pièces et de remodeler ton corps pour avoir ce qu'il faut pour être en haut du panier, quoi. Et donc ces traits-là, comme je le disais, tu peux les obtenir grâce à une transformation physique. Et toi, tu peux nous raconter c'est quoi exactement ce qui se passe là ? Oui, bon, tu peux les acquérir, mais pas dans 100% des cas. Il y a une hiérarchie qui est très très précise chez les looks maxers. Ah ouais. Ouais, complètement. Donc en gros, si on calcule là ce score de désirabilité dont j'ai parlé, concrètement, si on a 9 sur 10 ou plus, on est un Tchad. Donc ça, les Tchads, c'est l'idéal absolu de masculinité. C'est le quarterback du lycée. Voilà, quoi. Exactement. Si on est un peu en dessous, on est inscrit dans la liste des Tchadlights. Donc en gros, c'est les quasi-Tchads, quoi. Les ascendants Tchad. Voilà. Si on est autour de 5 sur 10, là, on est un normie. Donc c'est un mec moyen, un mec banal. Et les hommes qui ont un score égal ou inférieur à 3 sur 10, c'est horrible, mais ils sont appelés les subhumans, donc les sous-humains. Là, clairement, la communauté, elle considère que leur vie est finie, que le looks maxing peut rien pour eux. Enfin, c'est assez terrible, quoi. Ah ouais, à ce point. Ouais. Et donc, on calcule ce score-là, et ensuite, il faut bien améliorer son score. C'est tout l'objet du looks maxing. Oui, en fait, là, c'est le score de départ, quoi. Voilà, exactement. On part de là, et ensuite, on met en œuvre les techniques pour améliorer ce score. En sachant que, encore une fois, si on part trop bas, ça sert à rien de le faire augmenter. Voilà. Okay. Au pire, on deviendra un normie, et c'est clairement pas recommandé dans la communauté des looks maxers. Et donc, toutes les stratégies qui existent pour augmenter son score de désirabilité. Il y en a plein qui touchent le visage, par exemple. Donc, le plus connu, qui a fait un peu les choux gras de la presse, c'est le bone smashing. Donc, c'est l'idée de buriner quotidiennement le bas de son visage dans l'espoir d'en redessiner les contours. Avec un marteau, donc. Voilà, avec un marteau. Donc, en gros, on va créer des micro-fissures dans l'os avec un burin, un marteau, pour qu'ensuite l'os il se restructure et il se resolidifie. Donc c'est particulièrement infernal comme stratégie. Ensuite, on a le mewing. Donc ça, c'est le fait de plaquer sa langue contre le palais pour muscler la mâchoire et la rendre plus carrée. C'est très important, la mâchoire carrée chez les looks maxers. Ils sont un peu obsédés par ça, j'ai l'impression. Ils sont complètement obsédés par la mâchoire. Et donc, mewing, ce terme-là, il vient du nom de John Mew. C'est un orthodontiste britannique qui a créé cette technique. Bon, lui, elle s'appelait pas mewing, c'était l'orthotropie, mais il y avait clairement un continuum entre lui et les incels d'aujourd'hui, puisque à l'époque, cet orthodontiste, il disait qu'il voulait lutter contre l'épidémie des visages moches. Donc on sent bien qu'il y a une petite porosité là sympa, entre le médecin. Voilà. Donc ensuite, les forums masculinistes ont repéré sa stratégie, l'ont appelé mewing, et maintenant c'est une des stratégies les plus répandues du looks maxing. Il y a évidemment aussi plein d'exercices de gymnastique faciale à faire pour obtenir des traits particuliers. Par exemple, pour allonger son regard, on peut faire des exercices de gym facial qui permettraient de créer des hunter eyes. Donc c'est des yeux de chasseur. Ça, je trouve que c'est assez fou parce que c'est hyper flippant. C'est hyper flippant. Ça en dit long sur le fait qu'on veut devenir un prédateur, en fait. Ouais. Et vraiment avec le côté je recherche ma proie pour la mettre dans mon lit, quoi. Ouais. Et pour avoir regardé beaucoup ça sur les réseaux sociaux de looks maxers, en fait, il s'agit de faire peur, d'avoir un regard qui fait peur. Et ça marche. Ça fait très très peur. Ouais.
Donc là, voilà, on parle du visage, mais c'est quand même une discipline qui vise l'amélioration du corps de manière générale. Bon, évidemment, ça implique d'aller à la muscu très souvent, de consommer beaucoup de produits dopants comme voilà, se faire des injections de stéroïdes, etc. Il y a aussi des chirurgies esthétiques qui sont impliquées, et notamment, je pense que c'est une des plus extrêmes, mais les chirurgies d'agrandissement de la taille. Ça, c'est une opération qui est méga coûteuse, hyper dangereuse, et en plus, ça implique une convalescence qui est hyper longue, enfin pendant plusieurs mois, en gros, on peut pas marcher, quoi. Et donc cette opération-là, ça consiste dans le fait de casser les os de la jambe, puis à écarter en gros très progressivement les deux segments de l'os avec une sorte de système de dévissage, quoi, pour que l'os se régénère et comble l'espace. Et en gros, ça augmente la taille totale au fur et à mesure des mois, quoi. Donc c'est... Ouais, pour être plus grand. Exactement. Et ça fait gagner, ça fait pas gagner 15 cm, ça fait gagner 4-5 cm. On ne peut pas faire des miracles non plus. Voilà. Et pour vous donner un autre exemple de technique pas du tout cinglée, quoi, on a aussi le jelking. Donc ça, il s'agit en fait de tirer sur son pénis à moitié en érection dans le but de l'élargir. Voilà. Mais ça, c'est... sympathique. Ok. Et bon, pour finir, évidemment, tout ça, c'est encadré par une alimentation très stricte. Et cette alimentation-là, elle est désignée dans les milieux Looksmaxers comme le boy kibble. Donc, c'est en gros la gamelle pour hommes, quoi, les croquettes pour hommes. Et l'idée, c'est vraiment, on veut pas de plaisir, quoi, dans l'alimentation. Alors, on va oublier l'assaisonnement, les épices. Enfin, c'est pas le but, quoi. L'idée, c'est des menus qui sont efficaces, simples, protéinés. Et on considère que l'esthétique, le goût, c'est à la limite du temps perdu, et dans le pire des cas, c'est même un peu une coquetterie, enfin c'est un truc de femme, quoi. Donc on va viser vraiment le blanc de poulet sans rien d'autre et le haricot vert pas salé, quoi. Mais en fait, je sais pas comment le dire, mais moi ce qui me fascine un peu, c'est que je me dis, mais c'est des formes de transition de genre. Ah ouais. Enfin, c'est littéralement des opérations de réassignation sexuelle, quoi. C'est juste que du coup, c'est pas dans le genre opposé, mais ils plongent pleinement dans leur genre assigné à la naissance, quoi. Et je veux dire, littéralement, ils font des chirurgies de masculinisation, en fait. Enfin, on est un peu aussi là-dedans, quoi. Bon. Je pense qu'il faut pas leur dire, sinon ils seraient pas très contents. Oui, non, clairement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je trouve qu'on voit qu'ils ont vraiment une vision de leur corps comme une machine, en fait. C'est pas un corps qui permet de vivre des émotions, de ressentir des choses. C'est un corps qui permet d'obtenir un objectif et qui voit comme étant presque détaché d'eux-mêmes. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, je pense que c'est leur façon d'investir beaucoup dans leur physique, mais sans l'associer à quelque chose de féminin, quoi. C'est du coup, il n'y a pas de plaisir, tout est fade, ça demande une espèce de discipline horrible, et du coup, ça permet de déféminiser la pratique, quoi. Tout ça, c'est basé sur une vision clairement hyper rigide, hyper resserrée de ce qui est considéré comme un idéal de masculinité. Et parce qu'on l'a pas précisé, mais l'idée, c'est de ressembler à quoi? Un homme grand, blanc... Grand, musclé, blanc, mâchoire carrée, on l'a dit, c'est très important. Ça, surtout, ne pas oublier ça. Ouais. Voilà, visage très symétrique, en tout cas, il n'y a qu'un seul idéal possible, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, ce qui me frappe énormément quand même quand on parle de ce sujet, c'est le paradoxe entre l'hypervirilisme et le fait que, justement, ce soit combiné à une obsession totale pour tous les détails esthétiques possibles. Et je sais pas, historiquement, chez les incels, les femmes belles qui sont complètement obsédées par leur physique, elles sont surnommées les Stacy. Elles sont complètement détestées par les incels. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que les Looksmaxers, c'est des Stacy au masculin, quoi. Oui, clairement, en fait, ce qui est intéressant dans l'échelle des incels, c'est que les Stacy et les Chad, c'est donc les versions les plus... c'est le haut du panier. Voilà, quoi. C'est le haut du panier dans l'échelle de désirabilité. Et s'ils détestent autant les Stacy's, les incels, c'est qu'ils considèrent qu'ils peuvent pas les avoir. Mais ce que j'aimerais par contre préciser, c'est que finalement, quand on entend tous ces trucs-là de critères de beauté hyper stricts sur des choses, parfois, par exemple, il y a aussi comment voir l'écart entre les yeux ou la taille du menton, ou des trucs vraiment qu'on n'oserait même pas mesurer, ça viendrait pas à l'esprit. Ça me rappelle quand même que les Looksmaxers originels, ce sont les femmes, parce que les dictates de beauté qui viennent titiller la moindre parcelle de peau, le moindre regard, le moindre cheveu, c'est des choses qui ont surtout pesé sur les femmes historiquement. Ouais, ce regard qui dissèque, quoi. Exactement. Et là, on revient sur une vision comme ça, mais c'est pas le même objet, quoi, quand même, je trouve. Il y a beaucoup de parallèles à faire, mais on est encore dans une autre zone, quoi. Mais justement, moi, je me demande comment on pourrait expliquer le fait que la beauté, la skincare, la chirurgie esthétique, qui sont justement traditionnellement considérées comme des pratiques féminines, comment c'est devenu des piliers centraux dans tout ce processus-là d'ascension sociale hyper virile des masculins, quoi.
Ouais, parce que ce que j'ai trouvé quand j'ai fait des recherches sur le sujet, c'est que le looksmaxing, c'est censé être une réponse au féminisme, en fait. Clairement, à l'avancée des droits pour les femmes. Et c'est ce que Pascal Molinier appelle une forme de virilité défensive, c'est-à-dire une performance masculine de genre qui émerge en réaction à ce qui est perçu comme une menace. Et là, la menace, en gros, c'est que les femmes acquièrent plus de pouvoir, soient plus émancipées. Et donc, dans l'idée, dans la façon dont les looksmaxers réfléchissent, dans leur logiciel de pensée. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure, le lookism, t'en parlais plus tôt. Donc en fait, le lookism, à l'origine, ça désigne une discrimination positive ou négative fondée sur l'apparence physique. Par exemple, ça peut être le fait de ne pas recruter une personne parce qu'elle est perçue comme moche ou grosse. Aujourd'hui, ce terme de lookism, il est vraiment réinvesti, même transformé par les masculinistes et les looksmaxers. Et ce qu'ils soutiennent, c'est qu'il y aurait un nouvel ordre du genre qui ferait que les hommes seraient devenus discriminés, en fait. Qu'à force d'avoir acquis plus de droits, de s'être émancipés, les femmes seraient devenues plus dominantes qu'eux et que du coup, ils auraient besoin de se défendre. C'est vraiment le cœur du masculinisme, c'est l'idée que la masculinité serait en crise et que pour rompre cette crise, il faudrait la défendre. Et là, pour défendre la masculinité, défendre la virilité, le looksmaxing c'est tellement triste interrompt. quand on y pense quand même, cette idée que les femmes veulent des hommes que quand elles n'ont pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi une vision de l'amour complètement dingue, quoi. Hétéro-pessimiste même, je dirais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les critères qui étaient avant plus centraux pour permettre à des hommes de trouver des compagnes, ça pouvait être la sécurité financière, ça pouvait être le statut social qu'ils affichent. C'était ça, être un bon parti, en fait. Donc le physique jouait pas forcément, quoi. Voilà, pas tellement. Et par contre, maintenant que les femmes sont plus émancipées, qu'on a plus de droits, il y a de moins en moins besoin de trouver un homme qui puisse nous mettre en sécurité. Et donc, selon les looksmaxers, les critères de désirabilité ont changé. C'est pour ça qu'ils réemploient tout cet imaginaire de la beauté de façon hyper stricte. Et donc, les looksmaxers, les incels, les masculinistes de manière générale, eux, ils se perçoivent menacés par ce qu'ils appellent ce nouvel ordre du genre. Et ils considèrent que puisqu'ils ont plus qu'il faut pour faciliter leur désirabilité, pour être plus désirables, il faut réinvestir ce côté physique de la virilité. Et notamment, ils ont vraiment cette image que c'est ce que les femmes désirent. La mâchoire carrée, les gros muscles, les hommes grands. Bon, les hommes grands, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes encore. C'est un critère central. Ouais, je trouve ça assez dingue quand j'écoute mes potes hétéros. Elles sont en mode, j'avoue que la taille, c'est vraiment le truc où j'arrive pas à passer à autre chose. Ouais, alors que pour le coup, toutes mes potes queer s'en foutent de la taille. Voilà, typiquement. Et donc, ils réemploient tous ces idéaux-là et ils les maximisent, ils optimisent leur apparence pour atteindre, en gros, 100% de désirabilité dans tous ces champs-là. En gros, ils cherchent à maximiser ce que la chercheuse Catherine Hakim appelle le capital érotique. Donc, c'est un capital social qui combine à la fois attractivité physique, compétences dans le lien social, charme, style. En gros, c'est un peu l'ensemble de ce qui ferait que quelqu'un est désirable. Ouais, mais bon, on parle de capital érotique, mais en même temps, nous, ce qu'on a trouvé en faisant un peu nos recherches, c'est que c'est pas tellement l'attention des femmes qui intéresse les looksmaxers, finalement. Comme souvent, en fait, dans les sphères masculinistes, ils ont beau se revendiquer hétéro à 100%. En vrai, quand on cherche un peu, on voit que ce qui les intéresse le plus, c'est le regard des autres hommes. Notamment là, parce que toutes ces logiques d'apprentissage de la beauté, du looksmaxing, ils l'apprennent en réseau. Donc, ils se posent des questions entre hommes sur des forums, via des influenceurs. Ouais, mais ce que je trouve intéressant en même temps, et c'est ce qu'on a trouvé tous les deux dans nos recherches, c'est que ce capital érotique, cette idée qu'on ferait du looksmaxing pour vraiment plus séduire les femmes, quoi. J'ai l'impression que c'est pas tellement le cas, que en fait les femmes les intéressent assez peu, que c'est des mecs qui revendiquent une espèce d'hyper hétérosexualité, et en même temps il y a pas de femmes dans leur monde, quoi. Ils se retrouvent qu'entre eux. Ouais, exactement. Et surtout sur ces forums-là du looksmaxing, ils se jaugent entre hommes. Ils apprennent entre hommes quels sont les critères qui seraient les critères de la beauté, de la désirabilité. Et avec l'idée principale, finalement, ce qui les intéresse, c'est que s'il faut pousser tous les curseurs de la virilité physique, c'est pour faire peur aux autres hommes et se démarquer vraiment par rapport à eux dans le marché de la séduction
hétérosexuels, donc bien les sûr. jeux de chasseurs, ce serait pas pour être mystérieux auprès des femmes, mais pour terrifier les autres hommes. Exactement, avec toujours cette idée du mâle alpha qui reprend des fausses analyses sur comment fonctionneraient les meutes de loups et que du coup l'alpha serait celui qui se démarquerait de tous. Et c'est vraiment l'idée derrière le looksmaxing, c'est qu'il faudrait surpasser les autres en étant plus attractif. Et ça a un mot précis, ça s'appelle le mogging. To mog quelqu'un. Comme le nom du forum, du coup, dont on parlait au début de la discussion. Et c'est dépasser l'autre et en gros le dépasser dans la file, quoi. Dépasser, aller plus haut que lui sur l'échelle de la virilité, de la désirabilité. Et donc, il y a vraiment ce paradoxe, comme tu le disais, entre l'hypervirilisme et l'obsession pour chaque détail esthétique. Et donc, finalement, en fait, même si on se dirait que c'est paradoxal, ils cherchent à la fin à se distancier le plus possible de la pratique féminine de l'esthétisation parce que il y a une grosse place laissée à la douleur quand même dans le looksmaxing. Il y a un peu le no pain no gain qu'on retrouve comme à la muscu, c'est en fait on travaille pour arriver là où on est et on montre par quelles étapes on est passé. Ce que tu disais tout à l'heure sur le avant-après, c'est hyper important en fait. Ouais. Ce truc-là de se dépasser, de mog les autres, c'est finalement le signe que tout ce qu'ils cherchent, c'est pas vraiment à séduire les femmes, c'est surtout à avoir l'approbation des autres hommes. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé, en regardant un peu les forums et les recherches sur le sujet, que l'avis ou le regard des femmes, il est appelé le toilet gaze. Ça, j'ai trouvé... Enfin, c'est d'une violence, quoi. En fait, c'est un détournement de l'expression female gaze pour la changer, en gros, enfin, je sais pas comment on pourrait le traduire, mais en regard de chiotte, quoi. Enfin, c'est horrible. Ouais, en gros, leur regard vaut de la merde. Enfin, je pense que c'est à la fois leur regard et les femmes mêmes, parce que c'est female qui... Enfin, c'est toilette qui remplace female. C'est, ces déchets de femmes, là, on veut pas de leur avis, en fait. Et donc, tous ces codes du looksmaxing, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se l'apprennent donc entre eux sur des forums, comme on l'a dit. Cet apprentissage-là, il a un nom, ça s'appelle la bro-pédagogie, c'est-à-dire une forme d'apprentissage un peu à la dure, c'est-à-dire qu'ils assument complètement de s'insulter, de se diminuer les uns les autres, d'être vraiment hyper méchants, quoi. Enfin, c'est un peu les militaires, sauf que c'est sur Internet et pour parler de son propre corps. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se méfient de la science. Ils inventent des trucs pseudo-scientifiques, notamment beaucoup sur ces histoires de calcul, de ratio, de symétrie. Voilà, de ratio des os. Ça rappelle beaucoup, je trouve, les théories eugénistes et la craniologie raciale qui a vraiment fondé, enfin qui a été très utilisée pour installer le racisme scientifique et qui a servi finalement à asservir toute une partie de la population. Mais il y en a plein en même temps, j'ai vu sur les sites qui disent, qui proposent des ratios, des méthodes de calcul et tout en disant evidence-based, quoi, donc basé sur la preuve. C'est ça. En fait, ils se disent que c'est eux-mêmes qui apportent leur preuve de leur propre recherche, quoi. C'est de la recherche entre pairs, de la science entre pairs, ils appellent ça comme ça. Toutes ces techniques, toute cette pseudo-science derrière laquelle ils se cachent pour donner leurs préceptes, c'est donc transmis sur Internet et beaucoup par des influenceurs. Et bon, d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur eux parce que souvent, dans ce genre de pratique, quand ils sont très suivis, quand ils ont toute une communauté derrière eux, derrière ça, il y a vraiment une question d'argent. Bah oui, clairement, ils font pas ça pour la gloire, parce que il faut bien comprendre que tout ce que ça représente en termes de marché, c'est hyper juteux. Ça crée beaucoup de besoins énormes en produits et services divers et variés, de se détester aussi profondément. Donc évidemment, il y a toute la partie produits de muscu, les protéines, la créatine, les salles de muscu, le matériel de sport. Ça, c'est hyper important pour se looksmaxer, si j'ose dire. Ensuite, il y a toute la partie skincare et travail du visage. Donc, par exemple, les outils pour dessiner la mâchoire. J'ai d'ailleurs appris en faisant mes recherches qu'un looksmaxer avait lancé une marque de boule à mâcher, c'est comme un chewing-gum en fait, mais très très dur, donc beaucoup moins agréable qu'un chewing-gum, ça casse à moitié les dents, quoi, et que l'idée du coup, encore une fois, c'est de renforcer la mâchoire, et c'est une marque qui est hyper populaire parmi les looksmaxers. Oui, il y a un marché, il y a une demande, quoi, j'ai l'impression. Il y a une demande énorme, évidemment aussi, il y a toute la partie chirurgie esthétique, donc les injections, l'orthodontie, les chirurgies faciales, les chirurgies des jambes, etc. Et puis une partie qui est pas à négliger, c'est tout le segment coaching, programme, e-book. Donc là, on peut retrouver des formations, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent coûter jusqu'à des milliers d'euros, quoi. C'est vraiment massif. Et en fait,
moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que tout ça, c'est une espèce d'alternative libérale, capitaliste au doom incel. Hein. Donc l'idée, en gros, que si on n'a pas la bonne génétique, on est foutu. Là, le looksmaxing, c'est comme une tentative un peu désespérée de sortir du black pill. Donc le black pill, c'est cette vision incel hyper défaitiste qui divise les hommes en plusieurs catégories de beauté, qui conditionnerait en gros toute leur vie sociale et toute leur vie amoureuse. Donc en gros, quelque part, c'est comme si on faisait muter la haine de soi, quoi. Les incels, ils disent on est moche, on est foutu, si je résume. Et limite, ils s'incitent les uns les autres à se suicider. C'est vraiment ça le black pill. Complètement. Alors que les looksmaxers, ils disent on est moche, et on va se faire mal pour plus l'être, quoi. Donc il y a vraiment une tentative de sortir de cette vision défaitiste-là, mais bon, c'est un processus qui n'est pas moins violent pour autant, quoi. J'avais envie d'en savoir plus sur ce que le looksmaxing raconte de notre époque, alors j'ai passé un coup de fil à l'un des rares spécialistes francophones du sujet, Ozan Félix Soubois. Il est sociologue et anthropologue social, chercheur associé à l'université de Stavanger en Norvège et chercheur associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, qui est en France cette fois-ci. Il a écrit plusieurs articles sur le looksmaxing. L'idée, c'était d'aller au-delà de la vitrine de cette tendance un peu extrême qui se fait passer pour du simple développement personnel, alors que c'est une mouvance profondément politique. Alors pour commencer, j'ai interpellé Ozan Félix Soubois sur un élément qu'on a déjà un peu abordé avec Tal, ces échos étonnants entre les pratiques du looksmaxing d'un côté et de l'autre, tous ces diktats de beauté patriarcaux qui pèsent sur les femmes depuis des siècles. Il s'agit clairement d'un parallèle possible, mais je pense qu'il faut être assez prudent avec cette comparaison. D'un côté, ce qu'on observe dans le looksmaxing, c'est effectivement une intensification de pratiques parfois très coûteuses, douloureuses, pénibles. Imaginons sport intensif, régime strict, techniques comme le mewing ou le bone mashing pour développer les mâchoires. Et parfois même des chirurgies esthétiques, cosmétiques qui sont assez complexes. Effectivement, ça fait écho à ce que la femme vivait depuis très longtemps, avec des normes de beauté exigeantes, voire violentes, etc. D'ailleurs, si je me permets de défier un peu cette dichotomie homme-femme, on peut aussi penser à certaines cultures gays masculines, par exemple, où il existe également des attentes corporelles assez fortes, avec des esthétiques très codifiées, des corps très travaillés, et parfois une pression importante autour de l'apparence. Mais la différence importante, en tout cas pour le cas de femmes, ces normes sont historiquement très ancrées, même si chaque époque avait effectivement impose des normes différentes sur la beauté, est largement normalisé dans la société dans son ensemble. Dans le cas de looksmaxing, on est plutôt face à une appropriation assez récente. Là, on dépasse un peu les définitions ridicules comme l'homme métrosexuel ou les nouvelles masculinités qui prennent soin d'elles, etc. Cette appropriation est souvent vécue comme une contrainte nouvelle, voire comme une sorte d'injustice en fait qui radicalise. Et surtout, dans ces communautés-là, donc les incels, les looksmaxers et autres, la douleur ou l'effort physique, comme vous voulez, ne sont pas seulement normalisés ou réclamés dans un sens, ils sont aussi politisés. Donc la souffrance ou la modification physique devient une preuve que quelque chose ne va pas dans la société. Donc, elle est parfois utilisée pour justifier en fait un discours de frustration ou de ressentiment au masculin. En fait, c'est que le looksmaxing raconte, à mon avis, c'est une transformation assez importante des masculinités d'aujourd'hui. Traditionnellement parlant, la valeur masculine était plutôt liée à des choses comme le statut social, le travail ou même la sexualité elle-même, la puissance libidinale, etc. Mais aujourd'hui, on voit un déplacement un peu radical quand même vers quelque chose de beaucoup plus visible. Donc le corps masculin, sa manifestation publique et numérique, et donc politique dans un sens, et surtout le visage. Donc dans ma recherche, j'ai montré que le visage
devient une sorte de capital central. Certains l'appellent le capital corporel, certains disent le capital érotique, le capital du genre, etc. C'est quelque chose qui est constamment évalué, comparé, exposé. Donc la masculinité devient beaucoup plus mesurable, si vous voulez, presque quelque chose de quantifiable. Et je trouve que ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large, donc celui des réseaux sociaux, où tout devient visible, comparable et parfois même manipulable, que ce soit avec des filtres, avec de l'intelligence artificielle, des retouches ou des mises en scène de soi. Donc on est vraiment dans des environnements où les corps sont constamment exposés, évalués, likés, commentés, dévalués, où il y a une forme de mise en concurrence, si vous voulez, avec les autres personnes. Et ça ne concerne pas seulement les influenceurs. Donc ça touche aussi des jeunes hommes très ordinaires qui grandissent avec cette idée que leur valeur sociale peut être mesurée à travers leur apparence. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le looks maxing résonne autant aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes hommes transforment dans un contexte où le look prend une place centrale et où les relations humaines, si vous voulez, semblent de plus en plus façonnées comme un marché avec ses codes, ses hiérarchies, ses logiques de performance. Donc le looks maxing propose, à mon avis, une réponse à ça. L'idée que on peut reprendre le contrôle en améliorant son corps, en jouant avec le jeu, entre guillemets, effectivement, les règles du jeu du système qui est en train de changer. Même si, effectivement, cette réponse qui est peut-être radicale de temps en temps, brutale et alarmante. En ce qui concerne les orientations idéologiques et politiques des looksmaxers, je pense qu'il faut éviter quand même les simplifications. Tous les looksmaxers ne sont pas, disons, racistes ou extrémistes ou autres. Dans la manosphère, il s'agit bien de débats très très animés, parfois très intersectionnels, entre les looksmaxers racisés et les looksmaxers blancs, par exemple, sur les avantages et les inconvénients du looksmaxing comme carrière ou comme un projet corporel, vous voyez. Par exemple, certains hommes d'origine, disons, asiatique, estiment être davantage discriminés dans le domaine de la sexualité ou des relations amoureuses que les hommes blancs, par exemple. Donc, ils avancent que le looksmaxing ne peut pas les transformer entièrement en l'idéal masculin dominant, souvent représenté à l'écran comme blanc, beau, séduisant, etc. Donc, ce qu'on observe, c'est que certains idéaux esthétiques qui véhiculent dans ces espaces-là reprennent des codes assez spécifiques, comme hypersymétrie du visage, certains types de mâchoires, certaines couleurs de peau ou de cheveux. Et ces critères peuvent parfois, effectivement, correspondre à des standards historiquement associés à des formes de blanchité ou d'une masculinité dite fasciste. Donc, l'homme idéal ici, c'est qu'ils appellent le Tchad, et de manière très caricaturale, un homme de type caucasien ou nordique, blond, au visage carré, aux yeux clairs, très athlétique, grand, avec des jolis cheveux, etc. Et d'ailleurs, ça me fait toujours penser au prince charmant de Disney. Du coup, c'est pas toujours explicite, mais quand même, ça crée des hiérarchies implicites entre les corps. Et dans certains cas, ces hiérarchies sont justifiées avec des arguments pseudo-biologiques ou évolutionnistes. Donc, c'est pas que ces communautés sont homogènes idéologiquement, mais il y a clairement quand même des zones de recoupement entre esthétique, hiérarchie sociale et imaginaire politique, surtout ceux de l'extrême droite et ceux de la suprématie masculine ou masculiniste. Il y a une autre norme qui est mise en avant dans le looksmaxing, c'est la norme hétérosexuelle, bien sûr. On en a parlé un peu plus tôt, tous ces hommes prétendent aimer les femmes et vouloir les séduire à tout prix, mais à la fois, l'une des bases idéologiques du looksmaxing et du masculinisme en général,
c'est le mépris, voire la haine des femmes. Ozan Félix Soubois a forgé un terme pour analyser ça, le straight paradox. On peut traduire ça par le paradoxe de l'hétérosexualité. Le straight paradox, je pense qu'en anglais ça sonne mieux, c'est un concept que j'ai développé en fait pour essayer de comprendre une tension qu'on retrouve très très souvent en fait dans ces espaces, dans l'incélosphère, dans la sphère des incels, ou dans les forums de Luxmaxing, etc. C'est le fait que certains hommes hétérosexuels expriment à la fois un fort désir pour la femme et en même temps une colère très marquée envers elle. Donc il y a une sorte de contradiction, au moins dans l'ordre affectif. Donc il dépend des femmes sur le plan du désir, du plaisir et des relations en général, mais il les perçoit comme responsables de leur frustration. Donc à mon avis, c'est ce paradoxe qui politise directement, straightforward, ces jeunes hommes dans cette sphère-là et les enferme dans une boucle de victimisation, de frustration sexuelle et de désir de vengeance. Donc cette tension produit beaucoup de colère, de symboles, mais aussi des formes de mise en scène de soi, ce qui m'intéresse un peu plus en tant que sociologue et anthropologue social. Par exemple, certains vont se dévaloriser assez cruellement, critiquer leur propre corps, s'auto-insulter ou mettre en avant leur échec, entre guillemets, et ça devient presque une manière de protester comme un mode d'action contre ce qu'ils perçoivent comme un système injuste ou comme misandrie, comme société post-féministe ou bien comme société woke, etc. Une citation que je voudrais partager, issue de ma dernière enquête sur le pénis et le visage dans le Luxmaxing, elle illustre parfaitement ce motif. Donc je cite, « Je n'ai trouvé aucune statistique sur le nombre de microcèles qui se suicident. » Donc ici, la personne se réfère aux incels avec un pénis de petite taille. Mais très honnêtement, si j'avais un micro-pénis, je me couperais le pénis et me laisserais mourir en me vidant de mon sang, en guise de manifestation contre Dieu qui a décidé de me créer ainsi et contre toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre en tant qu'hommes moches à cause de femmes. Donc, le straight paradoxe, c'est vraiment cette coexistence entre le désir et le ressentiment qui façonne une partie importante des discours dans la manosphère et les réalités sociales qui lui sont associées, même si ces dernières sont en grande partie déformées un petit peu. Hyper intéressant cette notion de straight paradoxe, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, moi non plus, et je trouve que c'est hyper révélateur. Mais j'ai envie qu'on revienne sur ce que ça cause comme dégâts, en fait, le Luxmaxing, parce que c'est pas du tout anodin. À ton avis, pourquoi ça fonctionne autant auprès des jeunes ? Enfin, ça a l'air tellement douloureux. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais déjà ça marche parce que ça appuie sur les insécurités des jeunes hommes dans une masculinité, tu l'as dit tout à l'heure, qui pense être en crise en gros à cause du féminisme. Mais ça prend aussi, je pense, parce que ça appuie sur des vulnérabilités hyper spécifiques. C'est pas tous les hommes qui sont ciblés par le Luxmaxing. La plupart, ce sont des hommes qui sont assez jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans. Je sais pas, l'indice qu'on a de ça, par exemple, c'est qu'il y a presque pas de conseils de Luxmaxing sur la calvitie. Ah ouais, oui, c'est intéressant. Ouais, j'en ai trouvé quelques-uns. Enfin, il y a des choses sur les cheveux, mais en fait, c'est bizarrement assez minoritaire, quoi. Et voilà, donc c'est des jeunes hommes, ils sont assez isolés, et puis surtout, ils se détestent profondément, quoi. C'est l'adolescence aussi, je me dis, la jeunesse, quand tu te construis encore, t'essayes de trouver ta voie, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vraiment ça qui me frappe à la lecture des enquêtes, articles sur le sujet, de ce qui se passe dans les forums et tout ça. C'est en fait à quel point la dynamique d'humiliation de groupe et d'auto-humiliation aussi, mais c'est le cœur des échanges, c'est le cœur des sociabilités. Par exemple, il y a une pratique hyper répandue sur les forums de Luxmaxing, c'est ce qui s'appelle le Rate Me, donc des hommes qui postent une photo d'eux et qui demandent aux autres internautes de très concrètement leur faire la liste de tout ce qui est horriblement laid chez eux, quoi. Et de les noter. Ouais. C'est hyper violent. Donc il y a une forme de soumission volontaire à une sorte de male gaze sauce masculiniste, quoi. Et je trouve que ça révèle bien justement la position de vulnérabilité aussi dans laquelle sont ces jeunes hommes. Et je trouve hyper intéressant aussi ce fossé entre
la manière dont ces réseaux sont marketés. En gros, on dit que c'est des espaces de développement personnel pour créer la meilleure version de soi et tout. Et la réalité, en fait, parce que c'est des communautés où toute la communication, tous les liens avec les autres, ils sont basés sur la comparaison, la haine de soi, le fait d'insulter les autres. Enfin, c'est hyper violent. Ouais, on n'en ressort pas tellement grandi. Et d'ailleurs, sur cette notion de vulnérabilité, je me rappelle d'un truc que j'ai lu qui avait été dit par un de tes invités dans Les couilles sur la table, qui s'appelle Guillaume Vallet, dans l'épisode sur la muscu, et qui parle, lui, de capitalisme des vulnérabilités. Donc, en gros, c'est se faire de l'argent sur les insécurités et les problèmes des gens, quoi. Là, on est à fond dans ça. Et surtout, en fait, heureusement, j'ai envie de dire, il y en a qui finissent par revenir du looksmaxing parce qu'ils voient que ça bousille leur santé mentale, en fait. Bah ouais, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'influenceurs looksmaxers et muscu. Il y en a un, justement, un influenceur muscu qui dénonce le looksmaxing. Ils sont pas tous d'accord sur ces pratiques-là. Et j'ai trouvé le commentaire d'un ancien looksmaxers sous la vidéo. Et il dit « Le looksmaxing a gâché ma vie. Au départ, je pensais que ça me donnerait plus de confiance, que je serais enfin accepté si je devenais mieux. Mais plus je creusais dans cet univers, plus je m'enfonçais dans un gouffre sans fond. Les comparaisons constantes, les vidéos qui te disent que tu n'es jamais assez bien, les conseils extrêmes, tout ça m'a fait perdre de vue qui j'étais. Derrière les beaux discours, il y a une machine qui broie la santé mentale et qui te pousse à croire que ton corps ne sera jamais assez. » Et ça, ce témoignage-là, c'est massivement corroboré par les études sur les effets sur la santé mentale du looksmaxing. En fait, ce que tu dis, ça me rappelle un autre épisode que j'avais fait avec Florian Voros, le chercheur Florian Voros, et lui, il parlait du nofap, qui est une autre tendance encore masculiniste, qui est un mouvement dans lequel on revendique le fait que arrêter de se masturber, ça permettrait d'optimiser sa virilité. Donc c'est assez proche sur plein de trucs, et notamment, il y en avait plein qui ont essayé le nofap et qui finissaient vraiment démunis parce que, par exemple, quand ils arrivaient pas à tenir ce défi du nofap, quand ils craquaient, ils se sentaient hyper nuls et ça les rendait vraiment malheureux, quoi. J'imagine aussi que comme tous les secteurs qui capitalisent sur les insécurités, on veut pas qu'elles se résolvent, en fait, sinon le marché s'effondre. Donc, en fait, les conditions sont créées, autant dans le nofap que chez les looksmaxers, pour que ça fonctionne pas. Et que du coup, tu y reviennes et que tu essaies de plus en plus et pour aller encore plus loin et pour demander encore plus de conseils et pour que ça leur rapporte encore plus d'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout ça, effectivement, ça a des conséquences énormes sur la santé mentale de ces jeunes. Par exemple, en 2025, il y a une étude canadienne, on vous mettra la source dans la description de cet épisode, mais donc cette étude, elle s'est intéressée aux conséquences sur la santé dans les communautés looksmaxing. Et pour calculer ces effets catastrophique, les chercheurs et les chercheuses, ils ont analysé plus de 8000 discussions entre jeunes hommes sur un forum dédié qui est très très visité. Il y a plus de 6 millions d'internautes uniques chaque mois, donc c'est assez massif. Et ils ont trouvé que le looksmaxing pouvait être à l'origine, déjà de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs. Ce qui m'a marqué, par exemple, il raconte le cas d'un internaute qui dort chaque nuit en inclinant son lit sur le côté et en portant un sac à dos lourd pour toujours s'assurer qu'il plaque bien sa langue contre son palais, même en dormant. Oh là là. C'est infernal. Donc il y a ça, il y a évidemment des comportements d'automutilation, le bone smashing, c'est clairement ça en fait, c'est faire du mal à son corps, quoi. Tu te blesses complètement. Exactement. Les chercheurs et les chercheuses, ils dénoncent aussi une destruction complète de l'image de soi à cause des critiques constantes hyper acerbes des autres hommes. Il y a un jeune homme qui envoie sa photo, par exemple, sur un des forums, et les autres lui répondent des choses mais terribles, comme par exemple « C'est carrément foutu pour toi, désolé, je ne peux pas imaginer une seule fille te regarder autrement que pour ton air ridicule ». Il y en a d'autres qui disent « J'ai vu des personnes littéralement déformées, atteintes de trisomie 21 ou gravement brûlées, être plus belles que l'auteur du post ». Ça va pas. Enfin, encore une fois, on envoie ça finalement à des jeunes de 18 ans, quoi. C'est hyper délétère de manière évidente. Et donc tout ça mène à des idées ou des comportements suicidaires, c'est clairement pas étonnant. Et il y a même un terme que je trouve absolument violent dans cette communauté qui est très très répandue. En gros, quand une personne est considérée comme trop moche pour que le looksmaxing fonctionne, les internautes, ils ont créé le terme de rope maxing. Rope, ça veut dire corde, et donc en fait c'est une incitation au suicide, quoi, tout simplement, à la pendaison. Et les chercheurs, ils montrent d'ailleurs que les internautes, ils parlent énormément de suicide. Ça revient dans toutes les discussions. Beaucoup disent que le forum les a presque conduits au suicide, que le fait de se soumettre autant au regard des autres hommes leur donnait des envies suicidaires. Enfin, le mot suicide revient tout le temps.
Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les sphères plus traditionnelles des incels, par exemple. C'est une constante du masculinisme, en fait. Ouais, complètement. Et comme pour les femmes qu'on force à se regarder, à être épiées tout le temps, le fait que ça existe aussi chez ces jeunes hommes, ça crée les mêmes effets. En gros, c'est une épidémie de dysmorphophobie. Donc, l'idée un peu obsessionnelle que notre corps, il est plein de défauts. Enfin, le fait, en tout cas, de voir autrement son corps que ce qu'il est réellement. Et là-dessus, il y a eu un article de la British Psychological Society qui a montré justement l'épidémie de dysmorphophobie parmi ces jeunes. Bon, il y aurait 1000 choses à dire encore sur ce sujet. Je trouve que c'est passionnant autant que effrayant. On va sans doute pouvoir en reparler dans des épisodes suivants parce que je pense que malheureusement, le masculinisme n'en est pas au bout de ses surprises. Il a des beaux jours devant lui. Voilà. Mais ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que ce qu'on a trouvé tous les deux dans nos recherches, Tal, c'est qu'il y a vraiment un lien entre cette tendance du looksmaxing et notre époque de montée du fascisme, en fait. Ouais, clairement, ça n'est pas ex nihilo, quoi. Enfin, ça intervient dans un contexte politique d'explosion des gouvernements d'extrême droite et des fascismes. On retrouve très souvent cette idée dans les régimes fascistes de l'homme nouveau. Donc, on va remasculiniser, en gros, la figure de l'homme pour montrer la solidité de la nation, des frontières, etc. Et donc, en fait, très, très souvent, quand il y a des épisodes d'explosion de l'extrême droite, on retrouve cette redivision des genres, quoi, où justement, on va réassigner les femmes à une position féminine et les hommes à quelque chose d'au contraire hyper viril. Et c'est, je crois, dans ce contexte-là que l'explosion du looksmaxing s'inscrit aussi. Et d'ailleurs, les liens entre la manosphère et la fachosphère, ils sont établis vraiment aujourd'hui. On a donné l'exemple d'Andrew Tate plus tôt dans notre discussion. Lui, il assume complètement d'être proche des réseaux fachos. Et ça montre bien qu'en fait, tous ces changements politiques qui nous font galoper vers l'extrême droite, il y a toujours, au fond de ça, une volonté de rétablir un idéal de masculinité ultra viril. Complètement. C'était l'épisode numéro 143 des Couilles sur la table. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pour prolonger cette écoute, j'ai plusieurs recos pour vous. Vous pouvez lire le travail d'Ozan Félix Soubois. Je le rappelle, il est chercheur en sociologie et anthropologie sociale et il a écrit plusieurs articles sur le looksmaxing. On vous met tout ça dans la description. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les 2 épisodes des Couilles sur la table qu'on a cités dans l'épisode. Les mecs à la salle muscler son alter ego, dans lequel Talma Desta a reçu le chercheur Guillaume Vallet, et l'épisode NoFap, branlette interdite, un entretien que j'ai mené avec Florian Voros. Et sur le masculinisme plus généralement, il y a pas mal d'épisodes à retrouver dans nos archives. Pareil, on vous glisse cette liste dans la description de l'épisode du jour. Alors, dites-nous, est-ce que ce nouvel épisode décryptage vous a plu ? C'est un format un peu spécial, plus détendu, qu'on adore faire avec Tal. Si cette nouveauté vous plaît et que vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres tendances, d'autres sujets d'actu ou sur des sujets culturels comme l'épisode qu'on avait fait sur la série Heated Rivalry, surtout n'hésitez pas à nous faire passer le mot dans les commentaires. Et bien sûr, si ça vous a plu, partagez l'épisode autour de vous, sur les réseaux sociaux et à vos proches, notamment aux parents qui ont peur de voir leur jeune ado plonger dans le looksmaxing par exemple. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur votre appli, abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait, et vous pouvez nous écrire directement, toujours à la même adresse, lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge, une marque Urbania. Je m'appelle Naomi Titi, je m'occupe de la supervision édito de ce programme. Avec Talma Desta, on co-anime cette émission depuis septembre 2024. Et pour cet épisode, on a mené cette discussion tous les deux, ensemble. Je me suis occupée du montage et de l'interview d'Ozan Félix Soubois. À la prise de son et la réalisation, c'était Octave Bautier. Responsable des productions éditoriales, Charlotte Bex. Directrice de prod, Alban Philly. Rédaction en chef, Thomas Rozek. Direction des contenus, Sophie Marchand. Encore 1000 merci, chers auditeuristes, pour votre écoute attentive et votre soutien indéfectible. Activez bien les notifications pour être avertis des prochains épisodes. On a plein de belles choses dans nos tiroirs et on espère très très fort que ça va vous plaire. Alors à très vite dans les Couilles sur la table.